Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le docteur va te tuer, tu n'es pas malade. Un sans-abri sauve un millionnaire d'un complot. Le vent d'automne soufflait entre les buildings de Manhattan comme une plainte sourde. Les feuilles mortes dansaient sur les trottoirs humides, bousculées par les passants pressés, indifférents au froid, à la fatigue, et à l'homme assis près de la bouche de métro. Caleb Foster était là, sur ce banc ébréché à l'entrée de Bryant Park, comme chaque matin. Il portait un vieux manteau militaire brun, trop grand, râpé au coude, dont l'odeur d'humidité persistante se mêlait à celle du bitume et du café renversé. Ses cheveux poivre et sel, en bataille, s'échappaient d'un bonnet mité. Mais ses yeux, eux, étaient d'une acuité presque dérangeante, clairs, fixes, toujours en train de décortiquer le monde. Il triturait une montre à gousset cassé, dont le mécanisme intérieur semblait l'obséder autant qu'un vieux souvenir. Il n'était pas fou. Pas vraiment. Juste, trop lucide. Les gens passaient devant lui comme on passe devant un lampadaire ou une bouche d'incendie. Invisible. Il faisait partie du décor, une ombre de la ville. Mais Caleb, lui, voyait tout. Chaque jour. Chaque visage. Chaque détail. Il reconnaissait les habitudes, les rythmes, les décalages. Le serveur du deli qui sortait toujours son tablier à 8h32. La femme du 17e étage qui descendait promener son lévrier à 9h tapante. Le jeune trader nerveux qui vérifiait 6 fois son téléphone avant de s'engouffrer dans le métro. Et puis, ce matin-là, quelque chose détonna. Un homme. Élégant. Trop élégant. Costume 3 pièces en laine gris anthracite, sur mesure. Chemise blanche immaculée. Cravate bleu marine, discrètement texturée. Manteau noir au col relevé malgré la température modérée. Mais surtout, le regard. Richard Whitmore. PDG de Neurotech Lab, figure emblématique de la tech médicale new-yorkaise. À 47 ans, il avait bâti un empire en transformant des idées futuristes en produits concrets, des implants cérébraux capables de soulager les troubles moteurs, de ralentir la dégénérescence neurologique, voire, selon certaines rumeurs, d'amplifier certaines fonctions cognitives. Mais ce matin-là, l'homme n'avait rien d'un conquérant. Il marchait vite, trop vite, ses yeux balayant l'espace derrière lui, les mâchoires serrées, la main droite crispée autour de la hanche, comme s'il cherchait à maintenir son propre corps debout. Caleb fronça les sourcils. Ce type transpire la peur, murmura-t-il en suivant sa silhouette des yeux. Richard arriva au milieu du parc. Son pas ralentit. Il tituba. S'arrêta net. Les feuilles tourbillonnèrent autour de ses chaussures cirées. Puis il s'effondra. Les mains sur les tempes. Le souffle saccadé. Le teint devenu cireux. Monsieur ? Monsieur ! Cria une femme. Quelques passants s'agglutinèrent, dégainant leur téléphone. Quelqu'un appela les secours. Une autre personne se pencha sur lui. Mais Richard semblait perdu, pris dans un monde intérieur opaque, son regard fixé au ciel comme s'il voyait au-delà. Caleb, lui, se leva sans un mot. Il s'approcha, lentement, les mains en évidence. Il y avait dans sa démarche une forme de calme, presque un détachement chirurgical. Il posa une main sur l'épaule de Richard. Le contact fut léger, mais assez ferme pour ramener l'homme à la réalité. « Ne va pas à l'hôpital » souffla-t-il. Richard le regarda, hébété, tentant de reconnaître le visage barbu et fatigué devant lui. « Si tu y vas, tu ne sortiras pas vivant. » Avant que Richard ne puisse parler, une sirène retentit. Une ambulance déboucha au bout de la rue. 2 ambulanciers sautèrent du véhicule, suivis de 2 hommes en costume sombre agents privés de sécurité médicale. L'un d'eux s'adressa à Richard, professionnel mais autoritaire. « Monsieur Whitmore, vous avez eu un malaise. Le docteur et vous attend à la clinique privée sur la 73e rue. Nous allons vous conduire immédiatement. Tenez-vous tranquille. » À cet instant, Caleb recula lentement, levant les mains, comme pour montrer qu'il n'était pas une menace. Il s'effaçait dans l'ombre comme une silhouette de théâtre, mais avant de disparaître, il lança, avec une voix claire, forte, presque tranchante.
Ce docteur va te tuer. Tu n'es pas malade. Tu es manipulé. Un silence tomba autour du groupe. L'un des ambulanciers échangea un regard inquiet avec le garde du corps. Richard, toujours sonné, regardait fixement le sans-abri, l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, ou peut-être, de l'avoir toujours attendu. Caleb s'éloigna sans se retourner, englouti par la foule. Mais les mots restèrent. Comme une fracture dans la réalité. Comme un message codé. Et Richard Whitmore, pour la première fois depuis longtemps, sentit que quelque chose clochait. Pas en lui. Autour de lui. Richard, contre toute logique, refusa l'hospitalisation. Les ambulanciers, surpris, insistèrent avec des regards complices vers les gardes du corps. Mais il leur coupa la parole, d'un ton ferme et inattendu. J'ai dit non. Je vais bien. Le silence fut tendu. Il saisit son téléphone, appela brièvement son assistant, et d'un ton glacial ordonna. Annule le rendez-vous avec le docteur Hay. Indéfiniment. Cette décision, prise en pleine confusion mentale, laissa son entourage déconcerté. Sa secrétaire personnelle reçut 5 appels du comité de direction dans l'heure qui suivit. Plusieurs membres du conseil exigèrent une réunion en urgence. Mais Richard coupa court à toutes les communications. Ce soir-là, dans une suite luxueuse au dernier étage du Whitmore Grand, un hôtel discret appartenant à une de ces sociétés, Richard s'assit seul devant la baie vitrée, observant les lumières de New York. Il ne trouvait pas le sommeil. Dans sa main, une boîte de médicaments prescrits paraît qu'il n'osait même plus les toucher. Quelque chose en lui avait changé. Pas un éclair de génie, non, plutôt une intuition viscérale, comme un vieux mécanisme intérieur enfin réveillé. Il fit 2 appels, le premier à un ancien détective du FBI reconverti en privé, Elliot Crane, spécialisé dans les affaires d'espionnage industriel. Le second, plus difficile, fut pour faire venir Caleb Foster, le sans-abri du parc. Caleb entra dans la suite 2 heures plus tard. Son manteau sentait encore la poussière et la rue, mais ses yeux brillaient d'un feu calme, méthodique. Il ne sembla ni impressionné par le luxe ni par la stature de l'homme en face de lui. « Comment, savais-tu » demanda Richard en versant 2 verres de whisky, dont un resta sur la table. « J'ai travaillé dans la neurobiologie. »« Avant que la vie me détruise, » répondit Caleb. « Ton regard, ta pupille, ce n'est pas la maladie. C'est une induction chimique. Une drogue de contrôle. Et ton propre médecin est à l'origine de ça. » Eh ? Non. C'est mon ami. Il m'a accompagné dans mes débuts. Il a soigné ma sœur. Justement. C'est là le problème, répondit Caleb sans hausser le ton. Ils ne vous trahissent que s'ils sont proches. Richard fronça les sourcils. Il porta le verre à ses lèvres, mais le reposa aussitôt. Son cœur battait plus vite. Continue. Caleb s'assit, sortit un carnet de cuir usé qu'il posa doucement sur la table en verre. Il l'ouvrit avec des gestes mesurés. À l'intérieur, des pages griffonnées à l'encre noire, des schémas d'implants miniatures, des coupes anatomiques du cerveau humain, des annotations techniques. J'ai travaillé sur un projet classé, financé secrètement par un conglomérat pharmaceutique. Le EVE Protocol. Une technologie d'implant cérébral, dérivée des aides neurologiques que vous développez. Mais avec une finalité bien différente, l'influence comportementale à distance. Il posa une page sous les yeux de Richard, un schéma montrant un implant relié à des zones précises du cortex préfrontal, avec des légendes comme « réduction du libre arbitre »,« réponse obéissante stimulée » et « neutralisation de la volonté critique ». Il voulait des soldats obéissants. Des dirigeants malléables. Des PDG, dociles. Quand j'ai tenté d'alerter, on m'a diagnostiqué schizophrène. J'ai perdu ma chair, ma licence, ma famille. Plus personne n'a voulu m'embaucher. Et voilà comment je suis passé de laboratoire à la rue. Richard écoutait sans l'interrompre. Ses mains tremblaient. Il prit finalement le verre et but une gorgée. Ce que tu ressens, poursuivit Caleb, n'est pas une maladie. On te fait croire que tu perds pied. Mais ton cerveau est en train de réagir à une substance. Une drogue de dérégulation. Elle te rend vulnérable. Impressionnable.
Et surtout, suspect aux yeux de ton propre conseil. J'ai reçu un mémo du comité, il y a 3 jours. Ils s'inquiètent de mes décisions récentes. Ils veulent un audit psychiatrique indépendant. Je pensais que c'était une formalité. Non, Richard. C'est une mise à mort douce. Une destitution programmée. Richard se leva brusquement et alla jusqu'à la baie vitrée. Il s'agrippa au rebord, tentant de contenir la panique qui montait en lui. Puis il se tourna lentement. Qui est derrière tout ça? Caleb referma lentement le carnet. Une vieille connaissance. Vitrex Corporation. Ceux à qui tu as refusé la fusion. Ce refus t'a signé. C'était ta ligne rouge. Et ils veulent que tu cèdes. S'ils ne peuvent pas t'acheter, ils te briseront. Mais pas en te tuant. En te faisant passer pour fou. Un silence lourd tomba dans la suite. Les lumières de Manhattan pulsaient au loin, comme un électrocardiogramme. Et maintenant, demanda Richard, d'une voix plus rauque. Caleb le regarda longuement. Il prit le carnet, le glissa dans la poche intérieure de son manteau, et dit d'une voix grave. Maintenant, on remonte à la source. Et on prouve qu'ils ont déjà commencé à te programmer. Mais il faudra être rapide. Ils ne te laisseront pas une deuxième chance. Richard prit contact avec le docteur et sous prétexte de vouloir un simple rendez-vous de contrôle. Il n'était pas seul. Caleb, son ancien conseiller juridique, l'attendait dans une voiture banalisée garée non loin du cabinet médical. Richard portait un micro dissimulé dans sa chemise, un petit appareil capable d'enregistrer à haute qualité. Le rendez-vous se déroula dans le calme apparent. Le cabinet était plongé dans une lumière tamisée, apaisante, presque anesthésiante. Le docteur, la soixantaine raffinée, semblait préoccupé dès l'entrée de Richard. « Tu es malade, Richard » dit-il en soupirant, tout en s'asseyant derrière son bureau. « Tu es stressé, agité, tu as des absences. C'est mieux si tu te reposes. » Richard ne dit rien. Il hocha doucement la tête, feignant l'acceptation. « On va te placer sous supervision médicale. » Poursuivit et avec un sourire fin. « Tu verras, tu seras soulagé de ne plus avoir à prendre de décision. » C'est à ce moment que tout bascula. Dans l'enregistrement, on entend très distinctement une voix de fond. Une voix de femme. Celle de Madison Kerr, vice-présidente de Vitrex Corporation. Elle semblait parler depuis une autre pièce, mais la porte était entrebâillée. Assurez-vous qu'il soit diagnostiqué instable d'ici vendredi. Sinon le conseil va s'énerver. Le silence qui suivit dans le bureau fut plus révélateur que 1000 mots. Elle ne réagit pas, ce qui trahissait qu'il n'était pas surpris. Il savait. Il obéissait. Richard, toujours impassible, termina la consultation. Il remercia le docteur, serra la main avec calme, et quitta le cabinet. Moins de 2 heures plus tard, Caleb et lui remettait l'enregistrement à une journaliste indépendante du Media Watchdog Journal, réputée pour ses enquêtes sans concession. Son nom, Élise Navarro. Élise travailla toute la nuit avec son équipe pour authentifier l'enregistrement. Des experts en audio confirmèrent l'identité des voix et la véracité de la bande. L'affaire éclata moins de 48 heures plus tard. Les mots #WhitMorget, #MedicalCou inondèrent les réseaux sociaux. Sur X, TikTok et YouTube, des millions d'internautes partageaient l'enregistrement sous-titré. Les commentaires pleuvaient. Ils ont voulu le faire passer pour fou? Une tentative de coup d'état d'entreprise. J'espère que ces gens vont finir en prison. Une commission sénatoriale d'urgence fut convoquée. Les sénateurs de la commission éthique et santé publique exigèrent des réponses. Des convocations furent envoyées dès le lendemain. Le docteur fut arrêté dans sa résidence privée, en Floride. Son ordinateur, son téléphone et ses dossiers médicaux furent saisis par les services fédéraux. L'Ordre des médecins suspendit immédiatement sa licence en attendant l'enquête. Madison Kerr, elle, tenta d'abord de nier toute implication. Mais les preuves étaient accablantes. Sous pression, et face à des risques de poursuites pénales pour complot,
Abus de pouvoir et manipulation médicale, elle finit par avouer l'existence d'un plan structuré visant à déclarer Richard inapte mentalement, dans le but de le forcer à quitter la direction de Vitrex Corp. Son témoignage provoqua un véritable séisme dans le monde des affaires. Des dizaines de dirigeants d'entreprises furent interrogés. Plusieurs membres du conseil d'administration de Vitrex Corp furent suspendus. L'action de l'entreprise plongea de 18% en bourse en quelques heures. Quant à Richard, il reçut un soutien massif du public. Son retour fut accueilli comme une victoire de la vérité contre les puissances invisibles. Mais lui, profondément blessé, plus lucide que jamais, déclara. Ils ont essayé de voler mon esprit. Mais ils ont réveillé ma force. Quelques semaines plus tard. Un silence respectueux régnait sur la grande salle vitrée du New York Institute of Innovation, bondée ce matin-là par des journalistes, des scientifiques, des étudiants et des membres du conseil municipal. Les flashs crépitaient, mais pas de manière intrusive, la foule attendait, suspendue à l'instant. Sur l'estrade, debout droit dans son costume noir sobre, Richard Whitmore prit la parole. Derrière lui, un écran géant projetait une image du parc Bryant, figé dans une lumière dorée d'automne, avec un banc vide au premier plan. À ses côtés, un homme aux cheveux grisonnants, vêtu d'un costume gris légèrement froissé mais parfaitement propre, observait la scène sans chercher les projecteurs. Son nom était désormais connu, inscrit dans les colonnes du New York Times, cité sur les plateaux de télévision, et même discuté dans les amphithéâtres des universités, Caleb Foster, que l'on appelait simplement le veilleur de Bryant Park. Richard s'avança au micro. Sa voix était grave, assurée, mais émue. Je suis vivant grâce à un homme que nous avons tous appris à ne plus voir. Un homme que j'aurais probablement ignoré si notre rencontre n'avait pas été une question de vie ou de mort. Un murmure parcourut la salle. Caleb resta impassible. Sans lui, je ne serais pas ici. Ce n'était pas un acte de charité. C'était un acte de lucidité. Il m'a vu alors que personne ne le regardait. Et il a compris ce que même les plus grands spécialistes n'ont pas vu. Parce qu'il savait. Parce qu'il n'avait plus rien à perdre, sauf sa vérité. Des applaudissements éclatèrent. Pas une ovation bruyante. Un hommage sincère. Richard leva légèrement la main, puis se tourna vers Caleb. J'ai voulu lui offrir tout ce que l'on offre à ceux qui sauvent des vies, un chèque, un poste, un appartement. Mais Caleb Foster a refusé tout cela. Il n'a accepté qu'une seule chose. Une seule demande. Il se recula, dévoilant un écran où s'afficha une façade ultramoderne, mêlant verre et acier, située dans le Bronx, un bâtiment sobre, lumineux, dont l'entrée était marquée par une inscription en lettres métalliques élégantes. Stand-up Lab. Un centre de recherche indépendant, ouvert aux jeunes chercheurs de tous horizons. Avec un critère unique, le mérite. Un zoom montra la plaque à l'entrée. Gravée dans le métal brossé, une phrase simple, mais puissante. Ne t'assieds pas là où l'on t'attend pour tomber. Une métaphore devenue une devise. Caleb, visiblement ému, monta lentement sur scène. Il prit le micro avec hésitation, regardant d'abord la salle, puis fixant son regard sur les jeunes visages au premier rang. J'ai connu la lumière des laboratoires, puis l'obscurité des rues. Ce centre, ce n'est pas pour moi. C'est pour ceux qu'on n'attend nulle part, ceux qui ont des idées, du feu, mais aucun accès au couloir du savoir. Il marqua une pause. Le vrai génie ne porte pas toujours une blouse blanche ni une Rolex. Parfois, il marche dans le froid, la tête pleine de théories, le ventre vide. Ce centre est là pour que ces génies ne soient plus invisibles. Un tonnerre d'applaudissements lui coupa la parole. Pas de flash cette fois. Juste des larmes, des sourires, des têtes qui se redressent dans la foule. Quelques jours plus tard, Caleb marchait dans les couloirs immaculés de Stand-up Lab. Il portait une chemise blanche trop grande et des chaussures neuves encore rigides. À chaque pas, des jeunes hommes et femmes le saluaient respectueusement. Des tableaux affichant des projets en cours tapissaient les murs. Neural interface open source. Mémoire augmentée par simulation holographique. Biotechnologie sans brevet. Il s'arrêta devant une salle vitrée où un jeune garçon d'origine philippine codait sur un vieux portable. Caleb sourit, puis murmura pour lui-même. Voilà pourquoi je suis encore debout. Derrière lui,
Au-dessus de l'entrée, une caméra encastrée enregistra discrètement la scène. Non pour la surveillance, mais pour l'histoire. Car dans un monde où la vérité est souvent noyée dans le silence, un homme invisible avait crié juste assez fort. Et en sauvant un homme, il avait sauvé bien plus qu'un empire. Il avait ouvert une porte.